80% des Français qui atteignent la soixantaine disposent de moins de 100 000 € de patrimoine réellement disponible en dehors de leurs droits à la retraite. Laisse ce chiffre se poser en toi pendant un instant. Non pas parce que je veux que tu ressentes de la honte, mais parce que je veux que tu te réveilles. Je veux que tu ressentes le choc froid et clarificateur de la réalité, parce que ce choc, ce moment précis de clarté inconfortable, est la seule chose qui m'ait jamais sauvé. Et je le dis au sens le plus littéral qui soit. Il a sauvé ma vie. Il a sauvé les années qui me restaient. Il a sauvé ma dignité. Et il peut sauver les tiennes également, si tu es prêt à t'asseoir ici et à écouter ce que je suis sur le point de dire sans sourciller, sans rejeter cela comme du pessimisme et sans te raccrocher au mensonge confortable que les choses vont finir par s'arranger d'elles-mêmes. Je m'appelle Marc. J'ai 60 ans. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas une personnalité des réseaux sociaux qui te vend une formation, un coaching ou une formule miracle. Je suis un homme qui a passé la plus grande partie de 3 décennies à faire exactement ce que la société lui avait ordonné de faire, à gravir exactement l'échelle qu'on lui avait mise entre les mains, à faire confiance exactement aux personnes à qui on lui avait dit de faire confiance, et qui s'est quand même retrouvé, à 68 ans, complètement, totalement et dévastatriquement en faillite. Pas métaphoriquement en faillite, pas légèrement endetté. Je parle des appels au milieu de la nuit. Je parle des conversations avec des avocats sur ce qui pouvait encore être sauvé et ce qui ne le pouvait pas. Je parle d'expliquer à ma femme, la femme qui avait été à mes côtés pendant 31 ans, que la retraite que nous avions planifiée, l'avenir que nous nous étions promis l'un à l'autre au fil de milliers de soirées tranquilles et de dîners d'anniversaire et de longues routes à travers la campagne française, avait disparu. Tout. Disparu. Et ensuite, je veux te raconter ce qui s'est passé après. Parce qu'à 73 ans, je fais partie du premier centile des patrimoines de ce pays. Et je n'y suis pas arrivé par chance. Pas en héritant d'argent, pas en gagnant quelque chose, pas en tombant sur une aubaine. J'y suis arrivé en prenant une décision que la plupart des gens qui regardent en face leurs 60 et 70 ans ont trop peur de prendre. J'ai pris la décision de cesser de vivre comme si ma vie tirait à sa fin et de commencer à vivre comme si elle débutait, pour la première fois, véritablement. Mais avant de te dire comment j'y suis parvenu, je dois te raconter tout ce qui a conduit à la chute, parce que sans comprendre la chute, la résurrection ne signifie rien. J'ai grandi en croyant dans le système de la même façon qu'un enfant croit en la permanence de ses parents. On ne le remet pas en question. On ne l'examine pas. On accepte simplement qu'il est là et qu'il nous protégera si on suit les règles. Et j'ai suivi chacune d'entre elles. J'ai fait mes études, Sciences Po, puis l'ESSEC, avec le sérieux et la rigueur qu'on attendait d'un jeune homme ambitieux. J'ai décroché le poste en entreprise. J'ai porté le costume. J'ai serré les bonnes mains. J'ai assisté au séminaire et souri au bon moment et maintenu mes ambitions calibrées à ce qui était acceptable, promotionnable et sûr. J'ai passé des années dans les tours vitrées de la Défense, à me lever à 5h30 du matin, à affronter les embouteillages sur le périphérique, à rentrer chez moi après 20 heures avec la tête pleine de tableaux et ma famille déjà endormie. Chaque mois, religieusement, je versais une partie de mon salaire dans un contrat d'assurance vie multisupport que mon conseiller bancaire m'avait vendu avec tout l'enthousiasme de quelqu'un qui touche une commission là-dessus, en m'assurant que cet argent croîtrait à l'abri et qu'à l'avenir je disposerais d'un complément de revenus confortable. J'ai consulté des planificateurs financiers avec des diplômes encadrés au mur et des fauteuils en cuir coûteux et une façon de parler qui rendait tout terriblement complexe et en même temps parfaitement sous contrôle. J'ai diversifié. J'ai placé en fonds euros. J'ai souscrit un plan d'épargne retraite, un contrat Madelin, une assurance vie en unité de compte, tout cela bien sagement, tout cela sur recommandation, tout cela selon le plan. J'ai acheté l'appartement dans le bon arrondissement parisien, pas parce que j'en avais besoin pour ces raisons à ce moment-là, mais parce que c'est ce que faisaient les hommes responsables et prévoyants dans la quarantaine, et j'étais, avant tout, responsable et prévoyant. J'ai raté des choses.
Je veux être honnête à ce sujet parce que c'est l'une des parties les plus douloureuses de ce que je porte en moi. J'ai raté la pièce de théâtre scolaire de ma fille quand elle avait 9 ans, parce qu'il y avait un comité de direction qui ne pouvait pas être reporté. J'ai raté de longues soirées avec ma femme parce que je rentrais trop épuisé pour être présent de quelque façon significative que ce soit. Je m'asseyais à la table du dîner et mon corps était là. Mais mon esprit était déjà à la réunion de demain, calculait déjà, se préparait déjà, jouait déjà le théâtre interminable et épuisant de l'ambition professionnelle. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'une fois que je l'aurais franchie, une fois que j'aurais suffisamment accumulé, une fois que le chiffre de retraite dans ma tête serait enfin atteint, je réclamerais tous les moments différés et la présence différée et la joie différée, et je vivrais, enfin, pleinement et sans réserve. C'est ce que je me suis dit pendant 30 ans. C'est ce qui m'a gardé obéissant, discipliné et en marche vers l'avant. La promesse d'une vie qui attendait toujours un peu plus loin devant. J'ai eu 61 ans et j'ai ressenti pour la première fois que j'étais vraiment proche de cette ligne d'arrivée. Les économies semblaient respectables. L'appartement était presque remboursé. Le planificateur financier en qui j'avais confiance depuis 18 ans avait projeté les chiffres dans son bureau un mardi après-midi d'octobre, s'était enfoncé dans ce fauteuil coûteux et m'avait dit que, si je continuais sur la trajectoire actuelle, je serais dans une excellente position pour une retraite confortable à 65 ans. Et je suis sorti de ce bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. J'ai ressenti du soulagement. J'ai ressenti que le sacrifice en avait valu la peine. J'ai ressenti que la vie différée allait enfin pouvoir être réclamée. 18 mois plus tard, est arrivé le coup que nul planificateur financier n'inscrit jamais dans ses projections. Parce qu'en France, le passage à la soixantaine déclenche une mécanique que personne dans les cabinets feutrés de la défense ne t'explique avec franchise. La mutuelle santé, ce bouclier rassurant que tu penses avoir solidement en place, se recalcule à 60 ans selon des grilles tarifaires qui peuvent doubler, voire tripler, les cotisations mensuelles. Les organismes complémentaires appliquent des augmentations pouvant atteindre 150% sur cette tranche d'âge, légalement, sans que personne n'ait eu la décence de te le signaler clairement lorsque tu souscrivais il y a 20 ans. Et cet ajustement brutal, combiné à un problème de santé qui a nécessité une intervention chirurgicale et un traitement prolongé, a englouti en 18 mois une réserve qui avait mis 12 ans à se constituer. Et voici ce dont personne ne parle, ce que les planificateurs financiers avec leurs fauteuils en cuir et leurs diplômes encadrés n'inscrivent jamais dans les projections. Les dépenses de santé en France pour quelqu'un entre 60 et 65 ans, même avec une bonne mutuelle, peuvent représenter entre 12 et 25 000 euros par an en reste à charge, soins non remboursés, dépassements d'honoraires et matériels médicaux. C'est une estimation prudente. Et quand on opère déjà avec un coussin d'épargne qui vient d'encaisser un choc significatif, ce chiffre ne ressemble plus à une ligne budgétaire. Il ressemble à une blessure. Et puis est venu le deuxième coup. Ma femme et moi avions prévu de vendre l'appartement parisien et de nous installer en Bretagne, dans cette maison en pierre face à la mer dont nous avions toujours parlé quand viendrait le moment, loin du bruit, loin du béton grisâtre de Paris, loin de ce rythme qui vous broie de l'intérieur sans même qu'on s'en aperçoive. Nous comptions sur la valeur du bien immobilier comme partie significative du pont vers la retraite. Et le marché immobilier dans notre secteur, pour des raisons entièrement hors de notre contrôle, avait évolué d'une façon qui rendait le moment dévastateur pour nous. Nous avons vendu au mauvais moment. Et tous ceux sur quoi nous comptions être là quand nous en aurions besoin, tous ceux autour de quoi nous avions construit ces projections, avaient soit évaporé, soit été consommés, soit simplement échoué à performer comme on nous avait promis qu'ils le feraient. À 68 ans, je ne luttais plus simplement. J'étais fini. Je regardais un déficit qu'aucun resserrement de ceinture ne résoudrait. J'avais tout fait correctement. J'avais suivi chaque règle. Et le système auquel j'avais donné mon obéissance, auquel j'avais donné mes 30, 40 et 50 ans,
m'avait fait défaut de la manière la plus complète et la plus humiliante qui soit. Il y a une qualité particulière dans le désespoir d'un homme à la fin de la soixantaine qui vient de découvrir que son plan n'a pas fonctionné. Elle est différente du désespoir d'un homme jeune face à l'échec, parce que le jeune homme possède encore la monnaie du temps. Il peut reconstruire, il peut pivoter, il peut absorber la perte et recommencer, avec des décennies étalées devant lui comme une sorte de garantie. Mais à 68 ans, le récit culturel dominant veut qu'on ne reconstruise pas. On survit, on gère le déclin, on fait la paix avec moi. Chaque message que la société envoie à un homme ou une femme à la fin de la soixantaine ayant traversé une ruine financière est un message de diminution silencieuse. Réduis, simplifie, accepte, arrange-toi. Sois reconnaissant pour le peu qui reste. Et je veux être honnête avec toi sur ce que cela ressemble de l'intérieur. Cela donne l'impression d'être effacé alors qu'on se tient encore debout dans la pièce. Cela donne l'impression que tout le monde a déjà écrit la fin de ton histoire et t'a remis le scénario en s'attendant à ce que tu l'exécutes simplement avec dignité. Je me suis refusé à cela. C'est la façon la plus simple de le dire. Je me suis refusé. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, pas avec une grande déclaration ou un moment d'inspiration cinématographique. Ce fut plus silencieux que cela. Cela s'est produit un mardi matin de février, assis à une table de cuisine dans une maison qui ne nous appartenait plus tout à fait, buvant un mauvais café parce que nous avions arrêté d'acheter le bon, et j'ai pris une décision si simple et si complète qu'elle a changé toute l'architecture de tout ce qui a suivi. J'ai décidé que je n'allais pas accepter le récit qu'on m'avait remis. J'ai décidé que l'expérience, les connaissances, les échecs, les compétences, les relations et le jugement que j'avais accumulés au cours de 68 années de vie n'étaient pas des reliques d'une vie terminée. C'étaient des actifs. Les actifs les plus précieux que j'ai jamais possédés. Et contrairement à mon contrat d'assurance vie, personne ne pouvait me les prendre. Je veux expliquer quelque chose sur l'identité, parce que c'est la partie que la plupart des gens manquent. La plupart des personnes qui font face à la ruine financière dans la soixantaine essaient de résoudre un problème financier. Elles cherchent un logement moins cher, elles cherchent un travail à temps partiel, elles essaient de se rétrécir jusqu'à atteindre la sécurité. Et il n'y a rien de mal à réduire les coûts, et rien de mal à être pragmatique. Mais si tout ce qu'on fait, c'est se rétrécir, on va se rétrécir. Ce que j'ai compris ce matin de février glacial, c'est que mon problème n'était pas principalement d'ordre financier. Mon problème était que j'avais opéré sous une identité qui ne me servait plus. J'avais été un salarié d'entreprise. J'avais été un homme qui suivait les règles d'une institution. Et cette identité, obéissante, déférente, institutionnelle, était précisément ce qui m'avait rendu vulnérable à tout ce qui m'avait amené à cette table. Le changement d'identité fut le suivant. J'ai cessé d'être quelqu'un qui travaillait à l'intérieur de systèmes que d'autres personnes avaient construits. Et j'ai commencé à être quelqu'un qui construisait lui-même ses propres systèmes. Je sais que cela semble abstrait. Laisse-moi le rendre concret. Au cours de ma carrière, j'avais accumulé 37 ans d'expertise dans un domaine spécifique. J'avais des relations cultivées sur des décennies entières. J'avais une connaissance du fonctionnement des industries, de la façon dont se prenaient les décisions dans les coulisses des grands groupes français, de l'endroit où se trouvaient les inefficacités et où se cachaient les opportunités, une connaissance que presque personne en dessous de 50 ans ne comprend véritablement. Parce qu'il faut du temps pour voir ces choses, il faut des échecs et des corrections, et une longue exposition à la façon dont le monde fonctionne réellement sous sa présentation de surface. J'avais tout cela, et je le traitais comme un arrière-plan, comme un contexte, comme le décor d'une carrière qui était maintenant terminée. J'ai cessé de le traiter comme un décor, et j'ai commencé à le traiter comme un moteur. J'ai commencé à exercer une activité de conseil. Pas de la manière désespérée et précipitée dont certaines personnes le font quand elles essaient de couvrir des dépenses. Je parle d'un conseil exercé avec l'autorité et la sélectivité de quelqu'un qui sait que ses connaissances sont rares et génuinement précieuses. J'ai refusé des missions qui ne respectaient pas mon temps.
j'ai établi des relations avec des fondateurs et des dirigeants plus jeunes qui avaient précisément besoin du type de reconnaissance de schéma et de sagesse institutionnelle qui ne vient que de décennies d'exposition. Et j'ai facturé en conséquence. Parce que l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises au cours de ces 2 premières années de reconstruction, c'est que les personnes qui ont le plus besoin de ce que j'ai à offrir ne cherchent pas un tarif réduit. Elles cherchent quelqu'un qui a été là où elles vont et qui en est revenu avec une carte. Et cette personne vaut qu'on paie sérieusement pour y avoir accès. J'ai également fait quelque chose qui, au début, me semblait profondément inconfortable. Je suis devenu impitoyable sur la façon dont je dépensais mon temps et mon argent. Pas de manière mesquine, pas d'une façon qui diminuait la qualité de vie, mais d'une façon profondément intentionnelle, profondément examinée et profondément alignée sur ce qui importait vraiment. J'ai cessé de dépenser de l'argent pour la mise en scène de la richesse, pour les signaux et les marqueurs et le théâtre social du paraître en tant que personne réussie, et j'ai commencé à ne dépenser de l'argent que pour ce qui générait soit une joie authentique, soit des rendements authentiques. Cette distinction semble simple. Dans la pratique, c'est l'une des disciplines les plus difficiles que j'ai jamais exercées, parce que nous sommes tous conditionnés, chacun d'entre nous, à dépenser de l'argent de façon qui vise fondamentalement à gérer la perception des autres, plutôt que la réalité de nos propres vies. Et voilà ce qui s'est produit quand j'ai commencé à faire cela. Pas du jour au lendemain, pas lors de la première année qui fut véritablement difficile d'une façon dont je ne vais pas prétendre le contraire. Mais lors de la 2e année, la pratique de conseil générait des revenus que je n'avais pas vus depuis mes meilleures années en entreprise. Lors de la 3e année, j'avais pris une partie de ces revenus et les avais investis dans des actifs de façon plus éclairée, plus directe et plus intentionnelle que tout ce que j'avais fait avec les planificateurs financiers et leurs portefeuilles diversifiés. Lors de la 5e année, j'avais reconstruit non seulement une stabilité financière, mais une richesse authentique, structurelle et autodéterminée. Et à ma 73e année, j'existe dans une catégorie que la plupart des personnes qui m'avaient connu à 68 ans auraient raillée si on la leur avait mentionnée. Pas parce que j'ai trouvé un raccourci, mais parce que j'ai finalement, à 68 ans, cessé d'être obéissant et commencé à être stratégique. Je veux te dire quelque chose directement maintenant, parce que je pense que c'est la chose la plus importante que je dirai dans tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Si tu as 50, 60 ou début 70 ans et que tu lis le scénario culturel qui dit que tes meilleures années sont derrière toi, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental sur ce scénario. Il n'a pas été écrit pour ton bénéfice. Il a été écrit pour te rendre gérable. Il a été écrit pour te maintenir docile, petit et concentré sur le déclin plutôt que sur la valeur énorme, légitime et irremplaçable que tu portes en toi. Ton expérience n'est pas un lot de consolation. Tes échecs ne sont pas la preuve d'une défaite. Ce sont l'éducation la plus chère que tu aies jamais reçue. Et chaque leçon qu'ils contiennent est désormais un actif qu'un jeune de 25 ans ne peut acheter à aucun prix. Le système de retraite français, cette promesse rassurante de la répartition que l'État a vendue à ta génération pendant des décennies, repose sur des hypothèses de croissance démographique et économique qui étaient optimistes quand elles ont été formulées et qui sont dangereusement insuffisantes aujourd'hui. Le taux de remplacement réel pour un cadre supérieur en France oscille autour de 50 à 60% du dernier salaire net, et cette proportion se dégrade d'année en année avec les réformes successives qui reculent l'âge pivot et rallongent la durée de cotisation. Si tu es assis sur un compte de retraite et que tu attends qu'il te soutienne pendant les 25 ou 30 prochaines années, tu n'es pas prudent. Tu joues à la roulette russe avec le reste de ta vie et tu appelles cela un plan. Arrête d'attendre. C'est le message. Pas arrêter d'attendre jusqu'à l'année prochaine, pas arrêter d'attendre jusqu'à ce que les marchés remontent, ou jusqu'à ce que les choses semblent plus stables, ou jusqu'à ce que tu aies plus confiance en toi, ou jusqu'à ce que le moment semble juste. Arrête d'attendre aujourd'hui. Arrête d'attendre maintenant, en ce moment précis, parce que le mensonge le plus dangereux que les gens vieillissants se racontent est le mensonge qu'il y aura un meilleur moment pour commencer.
Il n'existe pas de meilleur moment, il n'existe que celui-ci. Et chaque jour que tu passes à jouer le théâtre du déclin géré, chaque jour où tu acceptes l'identité diminuée que le récit culturel essaie de te remettre, est un jour de vie réel, irremplaçable, que tu abandonnes de toi-même. Tu as quelque chose qu'aucun jeune ne possède. Tu as une compréhension pleine, complexe, imparfaite et richement texturée du fonctionnement réel des choses. Tu as la capacité de lire une salle, de reconnaître des schémas, de voir au-delà de courbes que des personnes plus jeunes ne peuvent même pas trouver. Tu as des relations, une crédibilité et des connaissances institutionnelles qui ont mis des décennies à se construire et qui ne peuvent être fabriquées ni raccourcies. Tu as, si tu es honnête avec toi-même, survécu à des choses qui auraient brisé une version plus jeune de toi. Et tu es encore là. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la chance. C'est la preuve d'un type particulier de force et de résilience qui, si tu cessais de t'excuser de ton âge et commençais à en tirer parti, peut être le fondement de quelque chose d'extraordinaire. Je ne te dis pas que reconstruire est facile. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de jours difficiles, des jours où la vieille peur revient, des jours où la distance entre là où tu es et là où tu veux être semble trop grande pour être franchie. Je ne te promets pas un chemin confortable, je te promets un chemin réel. Et je te dis depuis le point d'observation spécifique et avantageux d'un homme qui était assis exactement là où tu te trouves, buvant un mauvais café à une table de cuisine en février, avec toutes les raisons du monde d'accepter la fin qui avait été écrite pour lui, que la décision de refuser cette fin est la décision la plus déterminante que tu prendras jamais. À 68 ans, j'étais en faillite. Pas seulement financièrement, mais en termes de l'histoire que je m'étais racontée sur qui j'étais, sur ce dont j'étais capable et sur ce que je méritais. Et à 73 ans, je suis la preuve vivante que ce n'était pas l'histoire finale. Construis selon tes propres termes. Construis maintenant. Construis avec tout ce que tu as, tout ce que tu sais et tout ce que tu as survécu. Parce que la vie qui t'attend encore n'est pas une version plus petite de celle que tu avais planifiée. C'est quelque chose que tu n'as pas encore imaginé. Et elle vaut absolument, irrévocablement, la peine d'être construite.